Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle émission de MJCTV qui est entièrement réalisée par des amateurs, des bénévoles et des stagiaires passionnés par ce projet de télévision locale. Rappelons que vous pouvez rejoindre notre équipe du plateau si vous vous intéressez à la vidéo ou au journalisme. En tout début de ce programme, revenons à un événement particulier. Samedi 25 novembre, en présence d'une cinquantaine de personnes, la rue Gustave Théry, qui passait devant l'hôtel de ville de Lamballe, a été renommée pour porter le nom de rue Simone Veil. Le maire Loïc Corret a dévoilé la plaque, accompagné d'Annick Prigent, ancienne déportée, et il nous lit le contenu de l'inscription. Première présidente du Parlement européen, déportée dans les camps nazis, a œuvré toute sa vie pour les droits des femmes et l'Europe. Au programme de cette émission, un reportage sur les marchés de Noël. Lors d'un second reportage, nous nous intéresserons au Téléthon. Et enfin, pour finir, l'équipe de MJCTV apportera un œil attentif à un festival qui s'est déroulé du 17 au 19 novembre, j'ai nommé Noir sur la ville à Lamballe. Lors de ce rassemblement, un nombre conséquent de lecteurs et d'auteurs échangent au sein d'une passion commune, celle de lire et de partager autour de la littérature. Et pour conclure cette émission, nous retrouverons Patrice Benoît, auteur de romans noirs, de son nom de plume Patrice Bent, pour une interview que nous vous proposerons. Comme chaque année, l'Office de tourisme, en partenariat avec le Haras national de Lamballe, a organisé le marché de Noël où s'opère la magie de ce début décembre. De nombreux artistes proposent des animations et les artisans ont remplacé les chevaux maintenant absents dans les box. Mais retrouvons dès à présent les reporters de MJCTV pour ce nouveau reportage haut en couleurs. C'est en période des fêtes que Lamballe, capitale du Penthièvre, accueille son traditionnel marché de Noël, notable marché local réunissant une centaine d'artisans souhaitant faire découvrir et partager leurs créations avec les nombreux visiteurs. En ces périodes des fêtes, MJCTV a demandé aux nombreux artisans et artistes quelles étaient leurs motivations, leurs ressentis, ainsi que la motivation de leur venue. Quelques-uns d'entre eux ont bien voulu nous parler de leur activité. Alors j'ai fait une école d'enluminure à l'origine où j'ai appris les techniques entre autres de la reliure médiévale, c'est-à-dire relier un livre avec des couvertures de bois telles qu'il faisait au Moyen-Âge jusqu'à la fin 14e. J'en ai fait mon métier, on en a fait un atelier et ce qu'on fabrique aujourd'hui, ce sont des livres aux pages blanches, on relie du papier à dessin et les gens en font ce qu'ils veulent, au fait, des livres d'or, des albums photos. Et nous, ce que nous faisons, c'est un travail de reliure, un travail avec le bois, nous rachetons en fait d'anciens meubles qui sont déjà centenaires, qui ont déjà vécu pour faire nos couvertures et on fait un travail de création, de personnalisation sur ces couvertures et ça devient un point de départ d'inspiration pour les projets des personnes après. J'ai profité de ma retraite pour me lancer dans une activité qui est un rêve de jeunesse en fait, voilà tout simplement. Et je travaille le verre filé, j'utilise des baguettes de verre que je fonds sous la flamme d'un chalumeau. Et lorsque le verre fond, en gros c'est sur des températures de 1250 degrés, je commence à façonner ma pièce. Et en fait, mon activité c'est tout simplement de la sculpture sur verre. Une grande sensibilité pour l'écologie, pour le recyclage, et elle est venue un jour quand je cuisinais des courges. J'ai trouvé que les graines de courge avaient une très jolie forme et j'ai voulu en faire des boucles d'oreilles et ensuite j'avais envie d'y ajouter des perles que je fabriquais moi-même. Donc je travaille, j'ai commencé avec Jeanne à travailler beaucoup le bois et puis là je me suis tourné un petit peu plus vers le métal et vers des vues, des paysages comme ça, travailler sur de la tôle en fer que j'oxyde avec de l'eau de mer que je vais chercher à Daouette à côté de chez moi et à partir de cette matière là je fais des dessins de Bretagne, de vues de Bretagne, de monuments emblématiques, d'endroits emblématiques de Bretagne et puis j'en fais toute une collection comme ça en métal, toute sobre, tout simple. Je fais des figurines que je découpe, c'est du bois massif, c'est du hêtre. Et ensuite, je peins suivant tous les costumes bretons. Alors pas tous, parce qu'il y en a tellement en Bretagne, tellement de coiffes différentes. Mais disons beaucoup, je représente beaucoup d'entre eux, qui sont donc peints et vernis. Nous avons un élevage d'escargots à Tonquédec, en fait, dans les Côtes d'Armor, donc à 5 minutes de Lannion.
Voilà, donc nous avons monté l'élevage il y a 3 ans et demi, donc en avril 2014. Donc on fait des visites d'avril à septembre, des visites d'accueil de groupes, les écoles, les centres de loisirs. Et bien évidemment, on fait les marchés pour vendre les produits alimentaires qu'on fabrique. Depuis cet été, on travaille également avec un héliciculteur bio qui fait de la cosmétique et on revend ces produits qui sont bio, produits naturels, faits à partir de la bave d'escargot. Donc le jus de pomme, on le propose sous deux aspects. Le jus de pomme chaud, qui est la particularité de chez nous, donc avec de la cannelle et toujours on invite à déguster pour découvrir ce jus de pomme chaud. Et également en froid, plus classique. On propose également des coffrets 3 bouteilles que l'on propose avec également les verres au nom de l'école. Et ensuite le chichi pour la partie des enfants, ou petits et grands, pour manger au goûter ou au dessert. Mais les artisans ne sont pas tous d'origine lambalaise. Ils peuvent aussi venir d'assez loin, comme Locronan, Ivias, Loudéac, ou plus près de nous, comme Pléneuf-Valandré. Ou tout simplement d'une école de Lamballe, celle de Marturin-Méheux par exemple. Quelle est donc la raison de leur venue à Lamballe ? On a entendu parler, ça fait 2 ans qu'on est en Bretagne et le marché de Noël de Lamballe a une bonne réputation, donc ça valait le coup d'essayer de le faire. Alors pour 2 raisons, c'est parce que je trouve que c'est un marché qui est extrêmement atypique. Dans le Haras, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est peu connu. Hein. Le Haras, lui, est très connu, mais un marché de Noël dans un Haras, c'est quelque chose d'assez rare. Et je trouvais que c'était vraiment très atypique et le fait de pouvoir en plus présenter mes produits dans la micro-région m'intéressait énormément. Et le fait de faire le marché à Lamballe me rend vraiment ravi parce que je trouve que la clientèle est une clientèle qui est très intéressée par le type de produit que je fais. Et je trouve que c'est une excellente opération, surtout au niveau com. Voilà, c'est parfait. Parce que c'est un beau marché, le lieu est magnifique et que c'est proche de chez moi. Pour sa réputation d'abord. C'est pas la première fois qu'on y participe et puis je pense que dans la région c'est le marché incontournable qu'il faut pas éviter, quoi. Alors, c'est la 4e fois que je viens au marché de Noël de Lamballe parce que c'est un très beau marché. Le principal surtout, c'est que c'est un marché d'artisans. Il n'y a absolument pas de revendeurs, donc c'est un marché de qualité où on trouve des choses très originales qu'on ne verra nulle part ailleurs. Et vraiment, c'est de la qualité, de la fabrication maison, de la fabrication artisanale. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Durant ces festivités, petits et grands peuvent participer à de nombreuses animations proposées qui leur sont ouvertes, où joie et bonne humeur sont au rendez-vous, comme ici, avec la promenade à dos de poney pour les tout petits, ainsi qu'une séance de maquillage proposée à l'Office du tourisme. Quelles sont donc les sensations qu'éprouvent les artisans sur un lieu comme le Haras national ? Ah, c'est génial. Là, cet effet de box pour installer, c'est comme un petit espace, une petite maison. Si, c'est très très agréable. Pour représenter notre travail, en tout cas, c'est bien. Ah, tout à fait, je suis très très bien dans ce contexte, je me sens vraiment très à l'aise. Voilà, ça ne me pose aucun problème, je suis ravi, franchement. Chez moi, on est super bien accueillis, l'organisation est excellente. C'est un cadre magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de marchés Noël qui rêveraient d'avoir des endroits comme ça pour leurs exposants. Et vraiment, c'est chouette. Forcément, moi qui aime l'originalité, je crois que c'est parfait. Oui, c'est vraiment magnifique. Et prendre la place des chevaux, c'est quand même très très original. Ça n'arrive pas tous les jours lors des expositions. Non, c'est vraiment un cadre. Et puis l'accueil est très très agréable. Enfin, tout est fait pour qu'on soit très très bien. Nous pouvons conclure que ce merveilleux marché de Noël, où les familles au complet peuvent s'y promener et partager des moments de bonheur et de douceur, afin que chaque fin d'année se finisse avec de merveilleux souvenirs et de fantastiques moments partagés. Lors de ce reportage, nous avons vu Loïc Adam, fileur de verre. Nous le recevrons sur notre plateau en janvier prochain. Chaque année, le Téléthon est bien connu sur le plan national. Dans le pays de Lamballe, les associations ne manquent pas d'organiser des activités qui vont permettre de récolter des dons. Poker, Zumba, vente de gâteaux,
Tournois de judo, massage, basket, tournois de boules, animation avec les scouts, initiation de lance-incendie et baptême de la grande échelle avec les pompiers. Autant d'animations proposées aux généreux donateurs. MJC-TV n'a pas pu suivre toutes ces activités, mais vous propose quelques points de vue de ces animateurs de Téléthon. Cette année, le Téléthon à Lamballe était fleuri d'activités, l'espace d'une journée. Dans l'objectif de récolter des dons qui aideront les spécialistes de la santé pour que le combat contre la maladie continue. Tous Génération Téléthon, tel était le slogan de cet événement qui s'est déroulé du 8 au 10 décembre. Sur le site de Lamballe, un château gonflable, véritable palace de plastique où, dans peu de temps, rire et bonheur sortiront de la bouche des enfants, faisait l'introduction des pompiers, présents pour sensibiliser les visiteurs de la région. C'est ainsi que nous avons retrouvé Frédéric, pompier qui forme les jeunes sapeurs-pompiers de Lamballe. Ou encore Claire qui encadre des scouts, et Pierrick, danseur bénévole. Sans oublier Fabien, l'animateur du poker. Toutes ces différentes personnes apportent leur pierre à l'édifice pour une cause commune. Je suis le responsable de l'association des jeunes sapeurs-pompiers ici à Lamballe, donc pompier depuis 21 ans maintenant, et donc moniteur de secourisme avec pas mal de spécialités, donc c'est moi qui dirige la section des jeunes sapeurs-pompiers. Combien faut-il de bénévoles pour que le Téléthon se réalise dans des conditions optimales? Pour toute la soirée, 40 bénévoles à organiser, à tenir le bar, les entrées, mes collègues de la DJ, le DJ, tout ça c'est bénévole. Alors au niveau des jeunes sapeurs-pompiers, ils sont 23 dans la section et les 23 participent au Téléthon. Je mets un point d'honneur à ce que tous les jeunes participent, sauf vraiment empêchement familial ou autre, mais les 23 participent. Plus 6 encadrants et après j'ai les pompiers de service de semaine, donc les 6 de garde plus les 12 d'astreinte qui viennent me donner un coup de main pour certaines manœuvres spécifiques que les jeunes ne peuvent pas faire comme l'échelle ou la désincarcération par exemple. Quelle activité proposez-vous pour récolter des dons? Alors ça s'appelle Lamballe Horse Poker, voilà, on est ouvert depuis 2 ans et c'est notre première année où on participe au Téléthon. En fait, si l'activité a duré autant de temps, c'est qu'il y avait quand même des gens. Exactement, on a eu à peu près une quarantaine de personnes à venir hier soir, à jouer régulièrement sur les tables. D'une grande table qu'on fait en camp habituellement avec nos scouts. Donc là, le but est de faire la plus longue table liées les unes aux autres. Donc à voir en fonction du nombre de dons. Un don, c'est pour aussi une perche et continuer la table à chaque fois. Comment suivez-vous la récolte de dons? Est-ce par le compteur national ou local? À Lamballe, il y a un coordinateur pour le Téléthon qui est Benoît Guinard. Et c'est lui qui coordonne toutes les activités et il vient nous voir régulièrement pour voir notre installation, comment ça se passe. Et en même temps, il nous communique les chiffres que lui a. Pas la journée, ce soir oui sûrement, mais pas dans l'immédiat, non. Enfin, on n'a suivi ni l'un ni l'autre parce que du coup, on a commencé à 18 h hier soir et puis on a fini, il était 5 h du matin, donc on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil, donc on n'a pas eu le temps de suivre un peu le compteur national et local. Donc quelles sont vos motivations pour participer à ce Téléthon? Alors là, c'est lié au projet de nos jeunes, qui était au jour de cette année leur cap Solidarité Rencontre, donc ça rentre pile poil dans le fait du Téléthon, quoi. Pour les aider et puis pour faire parler de nous un peu sur Lamballe et puis pour entrer dans notre cap de l'année, donc qui est aider les personnes dans le monde entier. C'est ce que vous vous êtes fixé, c'est d'aider les personnes dans le monde entier. C'est un projet qu'on va suivre tout au long de l'année avec différentes choses que les jeunes vont proposer au long de l'année. Quelles sont vos motivations à l'enceinte du Téléthon? Pourquoi êtes-vous bénévole? Dans le cadre des jeunes sapeurs-pompiers, donc on a un souci de leur transmettre ce que nos valeurs, c'est l'entraide, l'aide aux autres personnes. Et par rapport à l'AFM et au Téléthon, donc les maladies génétiques qui touchent principalement les enfants, donc par rapport à eux, je voulais les sensibiliser à ça pour qu'ils viennent amener leur petite touche au Téléthon, même au niveau local, quoi. Ouais, voilà, solidarité, principe d'aide, d'entraide aux populations et aux personnes qui sont en difficulté. Claire, combien de bénévoles participent à cette activité sur le Téléthon de votre part des scouts en fait? Alors aujourd'hui, on en a pas mal. Là, on commence à 4 ce matin et puis je pense que tout au long de la journée, on sera une quinzaine. Depuis combien d'années vous participez juste au Téléthon? C'est la première d'une certaine manière. Ça fait quelques années qu'on n'a pas fait, on faisait auparavant. Donc oui, c'est la première année qu'on reprend, oui. Depuis combien d'années vous participez à peu près à ce Téléthon?
Et cette année, ce soir, ça sera la 12e fois que nous organisons cette soirée. Ça fait 12 ans qu'on participe au Téléthon. Malheureusement, avant, ça tombait le jour de notre Sainte-Barbe, donc on ne pouvait pas trop participer. Et depuis 12 ans, avec le capitaine, ça avait été vu pour qu'on décale la Sainte-Barbe d'une semaine pour pouvoir participer au Téléthon et puis pour libérer aussi les salles communales au niveau du Téléthon. L'objectif du Téléthon, après de nombreuses années, est toujours le même, à savoir que grâce à vos dons, la recherche continue d'avancer, avec l'aide des bénévoles, comme nous l'avons vu tout au long de ce reportage. Lecteurs et lectrices ou simples néophytes, ce reportage est fait pour vous. Comme chaque année, l'équipe de MJCTV apporte un regard intéressé sur ce festival qui se nomme Noir sur la ville et qui s'est déroulé du 17 au 19 novembre 2017. Une manifestation qui regroupe des auteurs aux participations multiples, mais aussi des nouveaux venus pour la première fois sur ce salon. C'est le cas de Patrice Benoît, présent sur notre plateau et qui va nous donner ses impressions sur son vécu après ce reportage réalisé par nos journalistes de MJCTV. Noir sur la ville, situé à Lamballe, est un lieu de rencontre entre auteurs et des lecteurs, qui chaque année se retrouvent pour signer des livres, partager autour de la littérature et se nourrir de culture. Ce festival du polar, organisé par l'association Fureur du Noir, pour sa 21e édition, porte en son sein essentiellement des romans noirs. Un roman noir est par définition un récit tragique. MJCTV apportera un œil attentif à ce curieux rassemblement humain où les auteurs répondent aux questions posées. Comment fidélisez-vous vos lecteurs en fait ? On espère que l'écriture que l'on a, les histoires que l'on raconte, tout cela va toucher au cœur. Et on espère évidemment que les gens vont être sensibles à ce qu'on fait et reviendront. Je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour dire ça, parce qu'en général, quand on est écrivain, c'est qu'on est plutôt derrière son ordinateur, un petit peu à se protéger un petit peu. Donc après, c'est vraiment autour des livres, quoi. Ça se passe autour des livres. Je fais très peu de salons, je fais beaucoup Lamballe, je fais que du polar et c'est à peu près tout. Ma personnalité impressionnante évidemment, qui me permet d'accrocher les lecteurs, c'est la première ligne. Et quels sont vos liens avec les auteurs que vous lisez ? Ce sont devenus presque des amis à force de les lire, vous voyez ce que je veux dire ? Même quand ils sont morts, ça devient des amis. Moi en ce moment, je relis Les Rougon-Macquart de Zola, j'ai l'impression d'être avec lui. Il est mort, mais je suis avec lui. Donc c'est la magie de la littérature, ça. J'adore les poètes du 19e siècle, j'aime Baudelaire, Mallarmé, j'adore Nerval, donc tout le romantisme de la fin du 19e siècle. J'adore les livres assez durs comme Faulkner, comme Céline, comme Dostoïevski, donc ça serait un peu la trilogie. Puis il y a des livres aujourd'hui aussi que j'adore, évidemment. J'adore Elroy, dans les contemporains aussi. J'aime beaucoup la littérature japonaise. J'aime beaucoup par exemple quelqu'un comme Yoko Ogawa. Donc vous voyez, c'est très très éclectique. Beaucoup de polars aussi. Et en ce moment, je lis Sapiens de Harari sur l'histoire de l'humanité. Donc c'est encore un autre... voilà, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Vous pensez que les dédicaces favorisent aussi justement cette fidélisation ? C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de signer un roman en dédicace à Granville et de retrouver le lecteur à Saint-Malo. Et de Saint-Malo à Concarneau et de Concarneau à Nantes. Vous voyez, évidemment, ça donne un sens au travail. C'est vrai que des fois on a des retours de gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé des choses, des livres qui les ont marqués, lesquels ils ont préférés. Et c'est assez intéressant en général de savoir justement lesquels ils ont préférés, selon que c'est des hommes ou des femmes, selon leur âge. Et ça aide vraiment à fidéliser dans la mesure où souvent les réactions des lecteurs, quand vous les croisez, ne sont pas forcément celles auxquelles vous vous attendez. Quand vous écrivez, vous avez un rapport avec votre éditeur ou votre éditrice, vous avez le comité de lecture, ce sont des professionnels de l'écriture, ils vous aident, ils vous conseillent, ils vous guident, mais c'est très intéressant d'avoir également le retour des lecteurs, parce qu'ils vont souvent vous donner des pistes, des intentions que vous n'aviez pas eues. Et cet échange, il est primordial dans la façon d'aborder le métier, parce que vous vous rendez compte que vous avez beau mettre toutes les intentions que vous voulez, des fois les lecteurs vous surprennent en percevant les livres d'une façon différente, ce qui vous oblige, vous, à une certaine humilité qui est nécessaire, je pense, dans le travail de l'écriture. Quels sont vos centres de lecture ? Vous vous intéressez à d'autres genres de romans ?
J'ai un livre de Chloé Mehdi par exemple, c'est donc Alain Le Floïc, bénévole depuis le début du salon, qui me l'a juste résumé lors d'un café littéraire qui se tenait à Rennes. Et j'ai eu un coup de cœur sur le résumé. Et dès que Alain m'a résumé ce livre, j'ai pensé, le jour du festival, je l'achète. C'est le premier livre que j'achèterais, je savais que ça allait être celui-ci. Oh, je m'intéresse un petit peu à différents thèmes, souvent des romans, j'aime bien des romans aussi avec des thèmes d'actualité, des récits également, découvrir aussi la vie de certains personnages. Donc ça va être selon l'actualité, ce qui sort, et aujourd'hui venir découvrir un petit peu les nouveautés au niveau roman noir et polar. Qui vous a initié à la lecture ? Ma mère, quand j'étais toute jeune, me lisait des histoires tous les soirs. Et en fait, dès le CP, j'ai commencé à vouloir moi aussi lire par moi-même parce que j'en avais marre de devoir attendre le soir que ma mère me lise des histoires. Alors j'ai commencé à lire par moi-même très tôt, dès le CP. Alors c'est ma grand-mère, donc j'avais une dizaine d'années, je lisais très très peu, et elle m'a remis un livre, Belle Étoile, et ça a été comme ça, elle-même était lectrice, et depuis j'ai pas cessé de lire, voilà. De tout, des romans. Étant jeune, bien évidemment, on est passé par diverses lectures. Et la lecture, ça m'accompagne toujours. Et vous lisez à quel moment? Alors plus en fin de journée, en vacances? En général, je lis un peu tous les jours. Mais en général, c'est plus ce soir avant de dormir. Parce que j'aime bien être imprégnée du livre que je lis au moment entre la phase d'éveil et de sommeil. Parce que quelquefois, ça m'arrive du coup de rêver des livres lus. En vacances, c'est là où on est quand même le plus à même de lire, en soirée, pas trop tard parce que des fois après la journée de travail on est fatigué, mais voilà, c'est ça, plus le week-end, tous les moments de détente que l'on peut avoir, oui. Nous conclurons en disant que Noir sur la ville fédère des gens passionnés et passionnants qui partagent un amour commun pour les romans noirs et les livres policiers. Véritable compagnon de route pour ces aficionados mordus de mots et de rêves. Et nous leur souhaitons de continuer à lire, encore un peu, avant de s'endormir dans les bras de Morphée. Nous recevons sur notre plateau Patrick Bent. Patrick Bent, bonjour. Bonjour. Cette année, vous avez participé pour la première fois au Festival Noir sur la ville. Quelles sont vos impressions? Excellente. Très belle impression. C'est un festival qui est fort bien organisé, dans lequel il règne une ambiance que j'ai rarement trouvée ailleurs, dans d'autres gros salons du même gabarit. On sent vraiment qu'il y a une convivialité, une disponibilité de la part de tous les bénévoles et une équipe dirigeante qui est vraiment bien rodée, puisque je crois que c'était la 21e année cette année, la 21e édition cette année. Moi, je réitère les remerciements que j'ai pu faire après ce salon, que j'ai trouvé, moi, formidable. Sans parler uniquement du salon, c'est tout le travail qu'il y a autour, que ce soit en termes d'animation dans la ville de Lamballe, auprès des commerces, auprès de la SNCF, toute la couverture médiatique aussi, c'est pendant 2-3 semaines avant le festival. Vraiment, on parle beaucoup du roman noir et c'est une très bonne chose vu de ma fenêtre. Quels sont les avantages que vous avez pu en tirer de cette participation, des contacts que vous avez eus avec vos lecteurs? Alors, je ne parlerai pas vraiment en termes d'avantages, je parlerai en termes de plaisir simplement, le plaisir de rencontrer mes lecteurs, une fois encore, de rencontrer beaucoup d'autres auteurs également, auteurs de romans noirs de notoriété nationale, voire internationale, comme certains qui étaient présents là, au salon. C'est vraiment un salon, pour moi, qui représente ce qui se fait quasiment mieux en France dans le domaine du roman noir. Et c'était à la fois un privilège et un très grand plaisir d'y être, bon, sans compter que le rapport avec les lecteurs est toujours très enrichissant pour nous. Le retour des lecteurs sur des livres précédents, et puis la découverte de nouveaux livres, c'est bien sûr très intéressant. Regardons ensemble quelques images de Patrick Bent, présent pour la première fois à Noir sur la ville. Patrice Benoît, de son nom de plume Patrick Bent, est un auteur de polar et de romans noirs. Véritable amoureux de la Bretagne, il centre ses écrits localement. Désireux depuis longtemps
de participer au festival Noir sur la ville, il a été ravi d'être invité pour la première fois à ce salon du roman noir. Une manifestation culturelle qui draine une foule importante durant ces 2 après-midi. Il a pu rencontrer de nombreux lecteurs désireux de découvrir et d'apprécier la plume de cet auteur. Un pseudonyme, tous les auteurs ne choisissent pas un nom d'écrivain. Pourquoi ce choix? Oh, c'est une vieille histoire, ça c'est que le tout premier livre que j'ai écrit, ça remonte, j'ai publié, ça remonte aux années 2000, ça. J'étais encore en activité à l'époque et j'ai souhaité, comme j'étais responsable d'une entreprise, j'ai souhaité dissocier mon nom de plume de nom dans lequel avec lequel j'étais connu dans ma profession, tout simplement. Il se trouve que ce premier roman était un roman assez coquin. Donc je souhaitais qu'il n'y ait pas trop d'interférences, tout simplement. Voilà. Et après, alors quand j'ai édité mon premier livre chez Alain Barguin, à Quimper, mon premier polar régional, il se trouve que Alain Barguin m'a demandé: est-ce qu'on garde ton nom de plume ou est-ce que tu veux récupérer ton nom? Parce que j'avais le choix. J'ai dit: je reste sur Patrick Bent, qui me paraît plus tonique en termes de nom d'auteur, un peu anglicisé, on va dire. La raison pour laquelle j'ai ce pseudo aujourd'hui. Vous venez de sortir un dernier roman, La Lune n'est pas longtemps pleine. Que pouvez-vous nous dire sur cet ouvrage? Alors, La Lune n'est pas longtemps pleine, bon, qui est ici, là, sur la table, est un roman noir. Un roman noir, donc il s'inscrit parfaitement dans le cadre de Noir sur la ville. Et c'est le roman que j'ai proposé à Noir sur la ville et pour lequel j'ai été sélectionné dans cette 21e édition. Alors par rapport aux autres livres que j'ai faits jusque-là, bon, j'avais déjà commis 1 ou 2 romans noirs, mais l'essentiel de ma production, c'était davantage des romans, ce qu'on a présenté tout à l'heure, comme des polars régionaux, donc qui sont ancrés géographiquement sur un lieu en Bretagne, et dans lequel on retrouve un personnage récurrent. Donc, là, ce n'est pas le cas, donc c'est un roman noir, un roman contemporain au niveau de l'époque, puisqu'il se situe en région parisienne, juste après les attentats de Charlie Hebdo, et il décrit une histoire de famille assez dure, assez glauque, une relation entre un père et une fille, avec des retours vers un passé qui n'a pas toujours été glorieux, ni pour les uns ni pour les autres. Et j'aime bien dire dans ce roman, et c'est souvent la dédicace que je fais aux gens qui souhaitent une dédicace, c'est-à-dire que c'est un roman dans lequel le côté obscur est révélé, quoi, est mis en lumière, pour faire un petit jeu de mots, mais on met en lumière le côté obscur des personnages. C'est le propre des romans noirs, bien souvent, hein, où c'est pas des romans roses, c'est pas de la littérature blanche, c'est du roman noir. C'est sombre, bien sûr, c'est sombre, et c'est pas le côté le plus joli des gens que l'on met en valeur. Comment avez-vous été attiré par ce genre d'écriture qu'est le roman noir? Le roman noir et le polar, je dirais, bon, c'est pas, ça peut être dissocié, en fait. Bon, mais peu importe, moi, je sévis un peu dans les 2 modes. Plus ça va, je vais plutôt vous parler de la façon dont j'ai évolué. Je pense qu'au départ, j'écris d'abord des romans policiers, avec des schémas relativement classiques, avec un cadavre inexpliqué, une enquête, etc. Donc, un personnage qui mène l'enquête qui est à l'origine un policier. Et petit à petit, je me suis débarrassé un peu de tout ça. Donc, il y a de moins en moins de morts dans mes romans. Il y a de moins en moins de policiers, et il y a de plus en plus de noirs, on va de plus en plus vers la psychologie des personnages. Alors ça m'intéresse, pourquoi le choix, pour répondre à votre question, c'est parce que ça offre, comme la plupart des romans, mais ça offre une très très grande liberté de ton, de style également. On peut faire un roman noir ou polar très argotique, on peut le faire au contraire très très écrit. Celui-là, j'ai travaillé énormément l'écriture dans celui-ci, je pense que ça se ressent et que les lecteurs y sont sensibles, plus que dans des polars où il y a plus de dialogue par exemple, il y a plus de choses assez rapides. Là, on va un peu plus loin dans l'écriture, hein, et c'est passionnant. Et pour finir, avez-vous des projets en cours? Ah bah bien sûr, j'ai des projets. Je crois qu'on n'arrête pas d'écrire, hein, ou alors c'est quand le stylo ne tient plus dans la main, quoi, mais ou qu'on n'a plus d'idées. Mais donc là, actuellement, oui, c'est une excellente question. Actuellement, donc, je suis en train de terminer un roman assez conséquent. Donc, je suis en train d'écrire, de terminer le premier jet. Le premier jet,
j'écris comme ça, mais en général, donc je pars d'une idée que je mûris, j'essaye de faire un peu un découpage, grosso modo en chapitres, en me disant dans chaque chapitre à peu près ce qui va se passer. Et une fois que ce canevas est prêt, eh bien je me lance et puis j'écris sur un ordinateur directement. Et donc j'écris, puis petit à petit je modifie mon schéma, bien sûr c'est interactif, parce que l'écriture nous entraîne parfois dans des chemins imprévus, et donc on réagit, etc. Bon. Et là, la phase où j'en suis actuellement, c'est la fin de ce premier jet, donc il doit me rester une dizaine de pages à écrire peut-être. Et partant de là, alors je vais retravailler ce roman, comme je le fais habituellement, donc des relectures successives pour travailler la psychologie des personnages, ou le style, ou le rythme. Je compare souvent ça, moi, au cinéma, quand on le faisait à une époque, c'est-à-dire on a les rushs, et après on fait le montage. Et c'est un petit peu comme ça que j'essaie de fonctionner. Voilà, donc ça c'est le projet en cours, c'est un bouquin, je pense, qui verra le jour dans le courant de l'année 2018. Alors je ne sais pas encore... de choix éditorial très catégorique. C'est un roman qui est noir, mais noir un peu gris, pas très très noir non plus, donc on va voir. Et parallèlement à ça, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, parce que je suis un grand amateur de théâtre, et j'aime les mots de façon générale, donc l'écriture c'est une façon d'exprimer les mots, le théâtre en est une autre. Et j'ai envie, c'est qu'une envie pour l'instant, mais j'ai très envie d'écrire une pièce de théâtre. Donc, je n'ai jamais fait, donc c'est un exercice que je ne connais pas, donc c'est à découvrir, et ça c'est un beau challenge. Et je pense qu'après ce roman, c'est à ça que je vais m'atteler, bon, on verra. Très bien, merci Patrick Ben d'avoir accepté notre invitation de MJC TV. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Nous sommes tout près de Noël et déjà les guirlandes sont illuminées pour l'arrivée du Père Noël. Comme nous vous l'avions dit en fin novembre, les motifs des illuminations sont complètement nouveaux. Plein de nouvelles couleurs dans toutes les rues de Lamballe et sur les différentes places. Cette dernière émission de l'année 2017 a été préparée et dirigée par 3 stagiaires de Terminal Pro d'un lycée de Saint-Brieuc. Rappelons à cette occasion que MJC Vidéo TV peut recevoir des stagiaires tout au long de l'année scolaire. Toute l'équipe de MJC TV se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une émission qui aura lieu le samedi 27 janvier 2018.